tous et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante et en direct de San Francisco. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Chaque semaine, je vous propose de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Cette semaine dans Silicon Carnet, c'est un petit nouveau, il arrive. C'est la première fois qu'il arrive dans Silicon Carnet. Il s'appelle Sébastien Coinon. On l'appelle Seb de Montmartre, même s'il a quitté Paris il y a déjà un petit bout de temps. Seb est dans Silicon Carnet avec nous cette semaine, Sébastien Coinon. Mon deuxième invité, c'est une fille, Camille Lambert, vous la connaissez. On l'appelle la daronne dans Silicon Carnet. C'est la grande régulatrice. Bienvenue Camille dans Silicon Carnet cette semaine. Et puis mon troisième invité, c'est une star de Silicon Carnet. Il a même son jingle dans Silicon Carnet. J'ai nommé Pierre Gobil, aka El Professeur. C'est la dernière émission de Silicon Carnet. Silicon Carnet maintenant est disponible sur YouTube. D'ailleurs, allez faire un petit tour sur le channel sur YouTube et pensez à vous abonner et à regarder les émissions maintenant au format vidéo. Toujours disponible au format audio, bien évidemment, sur toutes les plateformes de podcast. Et pour cette dernière émission de l'année, on avait envie, avec l'équipe de Silicon Carnet, de revenir sur les échecs de la tech en 2023. C'est vrai que la tech et la Silicon Valley en particulier ont l'art de lancer leurs produits et leurs nouveaux concepts en fanfare. Pourtant, il y en a beaucoup qui ne survivent pas, qui disparaissent. Et on avait envie, dans ce dernier épisode de l'année, de faire un point sur les plus gros flops de l'année 2023. Certains auront marqué les esprits. Je pense à la chute de Silicon Valley Bank. On en avait parlé d'ailleurs dans une émission spéciale dans Silicon Carnet. Un petit retour sur des fails dont on n'a pas parlé dans Silicon Carnet cette année, qui ont marqué nos esprits en cette fin d'année. Bienvenue Sébastien, Merci, on te présente, on te connaît tous. Ouais. Tu es le grand Manitou. J'espère que vous allez être sympa pour mon bisutage, mais je vous écoute toutes les semaines, donc voilà. Non, mais tu es le bienvenu. Moi, j'avais très envie que tu sois parmi nous et que tu fasses partie de l'équipe de Silicon Carnet. C'est un véritable plaisir. Tu as un podcast que moi aussi j'écoute toutes les semaines, qui est absolument génial, qui s'appelle Tech 45. Comment tu le dis? Ici, on dit Tech 45, mais tu peux l'appeler comme tu veux. Ah, Tech 45. Pardon, excuse-moi. Moi, je dis Tech 45. Yeah. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, pourquoi 45? Pourquoi 45? Explique-nous ça. C'est une très bonne question. C'est ton âge? Regardé, je crois. Figure-toi que oui, on enregistre la fin décembre et voilà, j'ai eu ça fin décembre, en effet. En fait, j'ai regardé ça, en me lançant il y a un peu plus de 2 ans. Je crois que c'était à peu près le temps moyen des gens, soit dans les transports, sur un footing ou quoi. Et je me suis dit, bon, c'est pas mal, moins d'1 heure, c'est ton objectif. Tu as fait 2 émissions d'ailleurs avec des permanents de Silicon Carnet, très réussies. Une avec El Professeur, Pierre, où vous avez parlé d'un sujet super intéressant sur le fail du financement des startups, si je me rappelle bien de l'émission. Et une dernière émission là, il y a quelques jours avec Jean de La Roche-Brochard. Ouais, Jean, j'ai pas encore écouté celle-là. Jean, c'était une rediff, c'est celui qu'on avait fait en septembre dernier, mais il a pas pris une ride, donc tu peux le réécouter sans problème. Et c'était d'ailleurs l'épisode le plus streamé cette année sur mon podcast. Mais c'est une star. Hein. Au moins 2, voire 3 avec Jean, 2 avec Pierre et au moins 1, voire 2 avec toi. Donc tu vois, je commence à... On a fait un sur justement l'intelligence artificielle. Je pense qu'on parlait un petit peu de la fin du travail et tout ça. Je me rappelle très bien. Exact. Bon, je mettrai les liens vers Tech 45 parce que c'est comme ça que je dis moi, Tech 45. Vas-y. Allez écouter Tech 45. Vous en aurez pour votre argent puisque c'est gratuit quoi, en fait. Donc donc ça vaut véritablement le coup. Allez, on commence cette émission avec les plus gros fails de l'année 2023. C'est parti. Fail numéro 1, on en a parlé dans Silicon Carnet et je suis très content de revenir sur ce fail avec vous parce qu'on n'était pas d'accord. C'est le fail, c'est les robotaxis. Tesla vient de procéder à un rappel massif de logiciels après que les voitures mises en mode de conduite autonome ont percuté plusieurs véhicules d'urgence aux États-Unis. Alors je sais pas, il semblerait que les Tesla soient attirés par les pompiers. Donc il y a eu plusieurs accidents là-dessus. Mais le plus grand flop, ça a été Cruise. La division de General Motors, qui est devenue la première entreprise à proposer des trajets en taxi sans chauffeur à San Francisco. C'était devenu presque une attraction à San Francisco. Les gens venaient voir ces voitures autonomes qui circulaient 2 jours
comme de nuit. Il y avait une flotte de plus de 400 voitures et les Chevrolet Bolt de Cruise étaient bardés de capteurs et ils ont commencé à accumuler des accidents et notamment un accident il y a quelques mois d'un piéton qui a été traîné sur 6 mètres. Et du coup, en octobre, le DMV, qui est ce département californien des véhicules, a suspendu les robotaxis de General Motors et depuis la société est complètement pratiquement en faillite, on peut dire. C'est-à-dire qu'il y a eu des licenciements, le PDG a dû démissionner. Bref, c'est la cata chez Cruise. C'est très drôle d'ailleurs quand on va sur leur site web, ils nous expliquent que ils sont en reset. En gros, quoi. C'est Cruise n'existe plus, ils sont en train de travailler. Ils disent un truc sur leur site web qui est très drôle. Ils disent on a décidé de tout repenser et de mettre la sécurité comme enjeu numéro 1. C'est intéressant. Il était temps peut-être de se poser la question. Alors, est-ce que vous avez changé d'opinion, Camille, Pierre, sur ce sujet-là? Toujours rien à foutre? C'est pas ce qu'on avait dit. On avait dit qu'on préférerait des tracteurs automatiques que des voitures automatiques. Après, si on regarde quand même, ce qui est assez marrant, c'est que on dit qu'il faut mieux être une boîte de software qui se lance dans la voiture qu'une boîte de voiture qui se lance dans le software. Apparemment, on est moins mauvais, parce que General Motors, c'est quand même un fabricant de voitures au départ, pour rappel. Donc, peut-être que finalement, le gap, c'est plus facile de faire du software et tu fais une voiture que de faire une voiture avec un bon software. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que, en fait, il y a deux visions. C'est soit du hardware avec du software, ou soit du software avec du hardware. Et quand on regarde les deux, effectivement, t'as raison. Moi, j'ai toujours considéré que Tesla, c'est une boîte de software avec du hardware. Et que là, General Motors avec Cruise, c'est effectivement à l'origine une boîte, un manufacturier automobile qui a décidé de mettre du logiciel dedans, et visiblement son logiciel a du mal à fonctionner. Et ce qui prouve ce que tu es en train de dire, c'est Waymo qui, lui, continue d'opérer, qui est la boîte Google, qui est une boîte de software par définition, et qui, elle, continue à opérer à San Francisco. Les véhicules continuent de fonctionner. Et d'ailleurs, Waymo a pris l'ascendant. Maintenant, bon, c'est pas difficile, puisque Cruise a pratiquement disparu, mais Waymo continue d'opérer. Ils viennent d'ouvrir d'ailleurs un nouveau contrat avec Phoenix, où leur objectif, c'est de desservir l'aéroport de façon automatique avec des véhicules autonomes, notamment entre 22h et 6h du matin. Et je trouve que ça, c'est plutôt une bonne idée pour désengorger le trafic. Pierre, tu avais d'ailleurs un point là-dessus sur le trafic. Tu disais qu'en fait, ces robotaxis réglaient pas le problème du trafic. Peut-être la nuit, ça peut être intéressant. Non, moi j'ai pas changé d'avis. Tu vois, Cruise n'existe plus et San Francisco continue à vivre comme avant. Donc ça n'a absolument rien changé et ça règle pas le problème parce qu'en fait, on a tous besoin de la voiture au même moment. Qu'on ait des voitures autonomes ou pas, il y aura toujours autant de voitures. Donc j'ai pas changé d'avis. T'as pas changé d'avis. Toi, de ton côté, Seb, comment tu l'as vécu ce Écoute, fail de Cruise? Moi, je les ai pas testés chez toi parce que ça fait ça doit faire au moins 2-3 ans que je suis pas allé aux US. Mais je me rappelle avoir testé, notamment en marge du CES à Vegas, des véhicules autonomes avec Valeo, donc tu vois, gros équipementier français, et ça Ouais. fonctionnait très bien. Donc je pense que comme toujours, on s'emballe, et ça fait quand même 7-8 ans on s'excite là-dessus, on s'emballe toujours un peu au début. Là, on doit être un peu dans la traversée du désert, et ça va revenir. C'est-à-dire qu'on l'a surestimé il y a 8-10 ans, notamment à cause ou grâce à Musk, qui nous promettait, rappelez-vous, pour, je sais plus, 2018, des centaines de milliers de taxis, etc., autonomes. Même si, tu l'as rappelé très récemment sur ton podcast, il engrange des millions et des millions de kilomètres et de data, etc., qui font qu'un jour, il sera sûrement très très bon. Mais on a sûrement mis la charrue avant les bœufs. Tu vois, en France, moi je me rappelle, il y a Navia qui faisait des très belles navettes, qui a fait faillite, qui a dû être racheté, s'ils ont été rachetés pour 1 euro symbolique. Donc on aurait dû le faire, voilà, tu vois, en milieu fermé, sur des campus, effectivement, autour des aéroports, pour desservir entre trois terminaux, etc. Alors, on a voulu le faire à grande échelle, dans des villes déjà très denses, et surtout, les gens, ils veulent le risque zéro. Ce qu'on apprend en fait avec ça, c'est que pour faire de l'innovation de rupture comme ça, on a besoin finalement de faire une bêta de façon publique. C'est le mantra maintenant de Musk, c'est go fuck yourself, quoi. Grosso modo, c'est c'est une bêta et vous allez être les bêta-testeurs. Le seul problème, c'est la façon dont c'est communiqué, c'est qu'on ne sait pas véritablement qu'on est des bêta-testeurs. Ça nous est vendu comme si c'était déjà opérationnel et comme si ça fonctionnait déjà. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est possible pour ces innovations-là d'avoir un risque zéro ? Troisième fail, c'est Sébastien qui nous en parle. Alors celui-là, il est monumental. Il m'a fait hurler de rire. Je m'en rappelais plus, mais c'est vrai, je m'en suis rappelé. C'était cet été. Ça s'est passé en Corée. Explique-nous, Sébastien. Ouais. L'été dernier, voilà, l'histoire du vrai faux supraconducteur coréen. Alors je vais faire simple, d'ailleurs ça tombe bien parce que je suis pas ingénieur, donc je suis obligé de faire simple en fait. Voilà, on le sait, beaucoup attendent un matériau qui offrirait aucune résistance électrique,
Donc, demain, s'il existait, si on le trouvait, ça rendrait possible de nouveaux types de batteries. Évidemment, ça faciliterait l'ordinateur quantique, ça rapprocherait aussi, ça nous rapprocherait de la fusion nucléaire. Ça serait donc le Saint Graal. Et là, effectivement, on y a cru. L'espace de quelques minutes, voire jours, on a cru que Non, quelques jours, hein, ça a duré quelques jours, hein, je me rappelle. Ouais. On a cru donc que les Coréens, les Sud-Coréens évidemment, l'avaient découvert. Ils appelaient ça de la substance LK99. Non, mais les Nord-Coréens, ça fait très longtemps qu'ils ont le supraconducteur, hein, Pierre. Hein. C'est ça. Ils utilisent le supraconducteur déjà depuis plus de 50 ans. Je vous rappelle qu'à l'école en Corée du Nord, ils apprennent que le grand leader est allé au soleil, a fait le tour du soleil et est revenu en cheval. Donc, quand on sait ça... En cheval, hein. En cheval. La supraconductivité, c'est une blague. En tout cas, la nouvelle s'est répandue comme traînée de poudre, d'abord en Asie évidemment, puis partout évidemment avec les réseaux. On avait cette vidéo là qui montrait un morceau de substance flottant, voilà, on la voit au-dessus d'un aimant pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Et puis cette déclaration qu'il faut rappeler, donc t'as un Sud-Coréen qui dit aujourd'hui on a peut-être assisté à la plus grande découverte de physique de notre vie. Rapidement, on s'est rendu compte que le Coréen en question était un patron marketing au sein d'une boîte dans le café, donc rien à voir avec la choucroute. Sauf que le dit post a fait 30 millions de vues. 30 millions, voilà. Et puis, tout le monde s'est emballé, y compris des journaux qui ont opinion sur rue, type New York Times, etc. Parce que, voilà, tu as toujours envie d'y croire. Sauf que, voilà, des physiciens ont tenté de reproduire le truc. Il n'y avait pas de LK99, en tout cas, qu'il n'y avait pas de supraconducteur. Et qu'a priori, c'était... Donc, on a plié les Gaules. Des impuretés dans une recette qui ont fait qu'ils ont été induits en erreur sciemment. Enfin, est-ce qu'ils ont sciemment menti ou pas? A priori, non, mais c'était du vrai fake au sens où on n'avait rien trouvé de spécial et il y avait rien d'innovant en ce mois de juillet 23. Donc le fail, c'est vraiment cet emballement et ça, on le constate de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de news, on est tellement bombardé de news tous les jours qu'on a plus le temps de vérifier finalement les choses et on prend dès que ça apparaît sur Twitter. En plus là, il y avait une vidéo, donc les gens voyaient ce petit bout de truc là flotter au-dessus d'un aimant. On s'est dit non mais ça y est, c'est sûr, c'est là. On ne valide plus l'information. Et ce qui est très drôle dans ce que tu écris, c'est effectivement l'emballement même de la presse traditionnelle qui s'est emparée de ce truc-là. C'est-à-dire que si ça buzz dans les médias sociaux, il faut absolument qu'il y ait un relais dans la presse traditionnelle parce que sinon, ils ont le sentiment de louper quelque chose, quitte à balancer de la fake news, parce que là, en l'occurrence, c'était une fake news. Bon, après, dans la presse, on est habitué, tu sais. Hein, j'ai été journaliste près de 20 ans. Comment vous faites, ouais? Un démenti, enfin une information, un démenti, ça te fait au moins 2 infos, quoi. Et dans l'audiovisuel, tu vois, bon. C'est horrible. Non, mais c'est pas une thèse. Non, mais ce qui est hyper flippant, c'est que maintenant, toi, quand t'as une nouvelle, tu préfères mieux la sortir et te dire tu vas faire un démenti plutôt que de la valider. Et c'est le problème de la surenchère de taper le buzz. Ils ont pas le temps de la valider. C'est impossible. Il n'y a pas le temps. Mais sinon, le concurrent va la sortir avant. En audiovisuel, effectivement, souvent, tu peux dire le mardi le contraire de ce que tu as dit le lundi. Et si tu as un doute, normalement, il faut 2-3 sources quand même. Hein, mais si tu as le moindre doute, évidemment, tu prends le conditionnel en disant il y a un Gus qui dit ça. Bon, mais le problème, c'est que toi, quand tu vas chercher la news, tu vas voir la news, mais tu vas pas forcément voir le démenti. C'est un problème de grammaire, c'est-à-dire que les gens ne comprennent plus le conditionnel. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que le conditionnel est devenu l'indicatif. Donc, on a l'impression que tout ce qui est raconté, et même des fois au conditionnel, est pris pour argent comptant. Et les gens relayent ce truc-là. Ce qui m'amène finalement à un autre fail dont toi tu voulais parler, Pierre, qui est justement ces fake news, qui effectivement est peut-être un fail, pas de 2023, ça fait un petit bout de temps que ça dure cette histoire de fake news, mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas réglé le problème en 2023. En 2024, il y a des élections aux États-Unis, donc on va vivre encore une année exceptionnelle en termes de fake news, avec en plus l'intelligence artificielle par-dessus. Tu voulais nous parler de ça, de ce fail des fake news, qui est un combat qu'on aurait déjà perdu d'avance. Ouais, j'ai pas voulu prendre un sujet précis, j'ai voulu prendre un sujet générique, et ça m'est venu en discutant avec Hugo Vollmer, que tu connais, qui a monté un nouveau projet qui s'appelle Astrae.ai et qui a pour objet d'essayer de régler ce problème. Donc allez voir ce que c'est. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, on pouvait choisir l'information. On achetait un journal, on connaissait sa coloration politique, on lisait le journal et on avait un esprit critique par rapport à ce qui était dit dans l'Humanité ou le Figaro, par exemple. Aujourd'hui, on ne choisit pas l'information, elle nous est imposée, on scrolle et on nous envoie des choses au visage. Donc ça, c'est quand même très nouveau. Et l'autre nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les choses n'ont plus besoin d'être vraies à partir du moment où on les croit. Et donc on est dans un monde aujourd'hui où en fait on vit dans le mensonge. Alors ça a des conséquences importantes et ça a empiré en 2023 de mon point de vue et on ne fait
pas grand-chose pour régler le problème. Alors, j'y viens. Pierre, est-ce que je peux te challenger là-dessus, là, quand même, là, sur, Oui. est-ce que c'était pas déjà le cas avant, quoi? C'est-à-dire que, très honnêtement, mon grand-père lisait l'Humanité. Pour lui, tout ce qui était dans le Figaro était une fake news, hein. Et pourtant, dans l'Humanité, il y avait aussi des fake news. Qu'est-ce qui a changé, là? Je vais te donner quelques exemples qui te permettront de juger si le Figaro et l'Humanité étaient des fake news. Mhm. Les fake news ont deux objectifs prioritaires. C'est un objectif politique et un objectif économique. Et dans les deux cas, c'est déstabiliser ou la politique ou l'économie. Ouais. Les deux entités qui sont connues pour être des gens qui veulent déstabiliser d'un point de vue politique, c'est les Russes et les Chinois. Alors, quelques exemples. Le premier, c'est les punaises de lit. C'est les Russes qui ont poussé l'information, c'est les Russes qui ont rendu l'information aussi médiatique qu'elle l'a été. Parce qu'il n'y avait pas de problème de punaises de lit plus que ça aujourd'hui en France. Autre exemple, le conflit israélo-palestinien. Il faut savoir que 25% des choses publiées sur ce conflit-là est publié par des bots. Il y a 40 000 bots aujourd'hui qui publient de l'information, qui est fausse, évidemment. Donc, par exemple, cette histoire de l'hôpital, est-ce que l'hôpital a été bombardé par le Hamas ou par Israël? Faites-vous votre propre idée, moi je ne sais pas. Il y a une organisation israélienne ultra secrète qui manipule les élections africaines et qui se vante d'avoir manipulé 33 élections, dont 27 de manière successful. Donc en fait, maintenant, on a un peu le savoir-faire pour pousser le populisme. Pour pousser le populisme, il faut du média, de la tech pour pousser l'information et une marionnette. Trump, Bolsonaro, choisissez votre marionnette. Donc c'est quand même extrêmement flippant d'un point de vue capacité à déstabiliser une démocratie. Ça peut aussi être un truc qui déstabilise économiquement. Si demain vous voulez par exemple attaquer un concurrent, rien n'est plus simple. Il suffit de balancer de la fausse news et on déstabilise un concurrent. Vous voulez couler une banque, mais il suffit de dire allez vite récupérer votre argent, la banque est en train de couler. C'est ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc on est dans ce système-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le résoudre? Alors on en est arrivé là à cause essentiellement des réseaux sociaux. Parce que les gens qui veulent manipuler l'information connaissent les algorithmes de ciblage et font du contenu sponsorisé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on commence aussi à toucher des journalistes. Il y a un journaliste de BFM que tu connais, Seb, qui a été lui-même manipulé et qui a balancé en ligne de la fausse information. Pierre a dit beaucoup de choses et je trouve qu'on fait, non pas un amalgame, mais une sorte de gloubi-boulga parce que tu as effectivement des vraies fake news, je te rejoins à 100%. Tu as ceux qui choisissent leurs canaux pour entendre des nouvelles qui les caressent dans le sens du poil, qu'on fait effectivement en France, hein, j'en connais, des gens qui regardent Al Jazeera parce qu'ils aiment bien le traitement d'Al Jazeera sur ou CNews, hein. le conflit tu veux peut-être pas le dire, mais moi je le dis. CNews, pour moi, a un angle. Il y a des gens qui regardent que CNews. Hein. Évidemment, bien sûr. Bolloré, il n'y a aucun problème. Et donc là, effectivement, dans ces canaux-là, tu as des fake news ou des news, encore une fois, qui vont te caresser dans le sens du poil. Sur les punaises de lit, les Russes, ok, il y a eu 2-3 histoires où on a prouvé qu'il y avait qui faisait monter la mayonnaise. Mais je crois vraiment, hein, je pense que, encore une fois, je suis pas expert et il faudrait que les journalistes fassent leur taf parce qu'ils ont fait information, désinformation, enfin information en disant bah non, et puis après finalement c'est les Russes qui manipulent. Mais je pense qu'il y a vraiment eu une excitation, une peur et qui était, il y avait un peu plus peut-être de punaises de lit que d'habitude. Je pense qu'il y a eu des vraies infos et qu'il y a eu, au même titre d'ailleurs qu'il y a peut-être 3-4 ans avec les Gilets jaunes, tu vois, des Russes qui ont surfé sur le truc. Pourquoi est-ce que c'est un fail? Parce que, d'une part, on a des réseaux sociaux qui sont des zones de non-droit, aujourd'hui, on peut tout faire, on peut tout dire, d'accord? On a une AI qui va massifier le problème. On parlait des deepfakes, Carlos l'avait dit en introduction, c'est un fait, mais aussi la création de contenu, si tu veux, créé par l'AI, peut être aussi quelque chose qui va contribuer à continuer à générer des fake news. Oui, mais là où je ne suis pas, et je ne sais pas ce qu'en pense Camille, mais sur les algos sont pas si cons que ça. Alors moi, j'utilise pas TikTok ou Insta, mais sur des LinkedIn, et je suis sûr que les autres font pareil. À partir du moment où tu suis quelques comptes, tu suis Mediapart, CNN et je sais pas quoi, tu leur fais confiance, tu vas grosso merdo avoir que ça quand même. Tu vas pas avoir de la fake news. Tiens, tu es un homme intelligent, tu es un homme éduqué. La plupart des gens, ils sont pas comme toi. Donc toi, tu es le 2% de la population, c'est pas toi la cible. Toi, tu as un esprit critique, les autres ne l'ont pas. Et le problème, c'est comment tu manipules les masses pour influencer des démocraties. Et là, il y a un immense problème.
les médias traditionnels, n'oublions pas qu'ils ils ne sont plus qu'écoutés ou regardés que par une population qui a entre 45 et 65 ans, hein, voire même plus que 65 ans. Donc les jeunes, et c'est ça la vraie problématique, ne regardent pas la télévision, ne lisent pas les journaux dont vous parlez pour se faire leur propre opinion. Ils regardent YouTube, ils regardent TikTok. Mais il n'y a pas que de la merde. C'est-à-dire que tu as du Hugo Décrypte, Le Crayon, etc. Je parle pour le marché français, mais il y en a plein aux US aussi. Absolument. Tu as la Gen Z, etc., qui parle à la Gen Z et plutôt sérieusement, plutôt et qui fait un super boulot. Hugo Décrypte, c'est génial. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'en fout des médias traditionnels, on s'en fout de Libé, on s'en fout de Marianne, on s'en fout du Point, on s'en fout de l'Express. Ces gens-là sont des dinosaures. Ils sont déjà morts. Les vrais médias, les vrais bons médias aujourd'hui que les jeunes regardent, c'est effectivement Hugo Décrypte, c'est Underscore, et qui fait un boulot extraordinaire. Enfin, si je peux permettre, j'ai choisi ce sujet parce que je pense que c'est un fail complet de la tech aujourd'hui, qui est celle qui diffuse cette information nocive, et qu'aujourd'hui, le problème qu'on vit aujourd'hui, c'est pas forcément de regarder tous ces trucs YouTube qui sont extraordinaires, parce que les gens normaux, ils les regardent pas. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on sait plus ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et que je pense qu'on ne peut pas vivre en société si on n'a pas des choses sur lesquelles s'appuyer en se disant, bien, ça c'est vrai et ça c'est faux. Et on vit dans ça aujourd'hui. Et je ne sais pas dans quel monde on va être demain si on ne règle pas ce problème. Je pense que ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a un truc très intéressant qu'on observe déjà depuis plusieurs années, c'est la fin de la pensée structurée. C'est-à-dire que la pensée, jusqu'il y a encore quelques années, était structurée par des institutions, que ce soit des partis politiques, que ce soit des syndicats, que ce soit des médias traditionnels, le journal officiel, etc., etc. Cette pensée structurée, elle est morte. On ne reviendra plus. On est dans un monde qui est complètement déstructuré ou qui va se restructurer autour de nouvelles institutions, des institutions online. On parle d'Hugo Décrypte, c'est-à-dire que les gens vont choisir, ils ont maintenant le choix de l'institution auquel ils veulent croire. Alors bien évidemment, il y a certains cons qui vont croire à certaines nouvelles institutions qui sont dangereuses. Mais c'est ça, c'est la fin de la pensée structurée. Moi, j'ai foi dans l'humanité aussi, et ayez en tête quand même, hein, nous, on est curieux, on est informés, certes, sur la tech et sur d'autres, mais 99% des gens, au moins 90, on va dire, s'intéressent assez peu à l'actualité, en fait. C'est hyper dangereux parce que d'un côté, tu as une population qui a un peu l'habitude de prendre du recul, mais qui soupe du média traditionnel, et à côté, tu as une population qui a été élevée aux réseaux sociaux, qui n'a pas forcément le recul, et qui, si elle tombe sur la mauvaise source, c'est dramatique. Donc en plus, elle ira même pas voter pour dire qu'elle est pas d'accord parce qu'elle pense que ça sert à rien. Moi, je pense que vous avez un discours un peu de vieux con. Je suis désolé de vous le dire, mais moi, je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus intelligente que vous ne le pensez, et je pense que cette nouvelle génération a développé justement des soft skills qui ne sont pas forcément l'esprit critique ou des choses comme ça, mais ils savent. Moi, je vois quand je parle avec mes filles, elles regardent une vidéo sur TikTok, etc. En quelques secondes, elles arrivent à identifier beaucoup mieux que nous parce qu'elles ont un entraînement, comme une intelligence artificielle, à comprendre si c'est plausible ou pas plausible. C'est pas une question d'un vieux con. Est-ce que tu crois que Trump peut être élu ? Non, je pense pas. Mais bon, ça c'est mon bet pour l'année prochaine. Je pense qu'il ne sera pas élu, mais pour des raisons légales, il va aller en taule. Mais tu vois, on devrait dire non tous facilement. Aujourd'hui, c'est possible qu'il soit élu. Trump a un discours qui est audible pour une partie de la population américaine. Il est effectivement très dangereux, mais par le passé, quand on regarde, Pierre, il y a quand même plein de gens qui avaient des discours très nauséabonds et qui sont arrivés au pouvoir, et on a vu quel désastre en fait ça a créé, que ce soit en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau, c'est ça ce que je veux dire. Alors le prochain fail, c'est pas encore un fail, mais ça risque de le devenir. C'est cette nouvelle startup dans la Silicon Valley qui fait beaucoup parler d'elle, qui s'appelle Human AI Pin. Alors le New York Times a même déclaré qu'il s'agissait du plus grand et du plus audacieux pari de la Silicon Valley, qui devrait préfigurer l'après-smartphone. De quoi est-ce qu'on parle ? On parle d'un produit qui est en fait un badge en plastique qui s'appelle AI Pin et qui est doté d'un appareil photo, de puces, de capteurs et d'un laser. Et l'objectif de l'entreprise, c'est de nous débarrasser de notre dépendance au smartphone. Je vous montre la vidéo. Alors l'objectif est plutôt noble, on pourrait dire, mais en tout cas sur la user experience, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je suis pas totalement satisfait. Donc en gros, il y a plus d'écran, hein, ça c'est clair. Tout est à base de commandes vocales. Et il y a un projecteur laser, donc il faudra regarder sa main. Et donc c'est un pin qu'on a positionné sur
sur ses habits et qui va projeter en fait sur la paume de votre main des informations. Alors pas de vidéo, hein, donc ça veut dire que si vous voulez regarder Silicon Carnet en vidéo, il faudra toujours avoir un smartphone dans la poche. Et moi, ce qui me fait dire que ça va être un flop, c'est que alors c'est bien évidemment pas montré sur les photos, mais ce pin là en question qu'on doit mettre sur ses habits, il pèse comme une balle de golf. Donc autant vous dire que vous pouvez pas le mettre sur un t-shirt, hein. Ça c'est évident. Qu'est-ce que vous pensez de ce produit? Il va sortir, il est sorti, il est là. En fait, on va beaucoup en parler au CES à Vegas dans les prochains jours. Moi, je considère que là, on est face à l'histoire parfaite de la Silicon Valley. On apprend aussi que les concepteurs de ce produit sont 2 ex de Apple et qu'ils ont été inspirés notamment par un gourou, une sorte de chaman, un moine bouddhiste appelé Brother Spirit. Je le montre à l'écran. Mais enfin, les mecs ont quand même levé 240 millions ici dans la Silicon Valley pour ce produit. Ils ont déposé 25 brevets. Donc c'est le produit en ce moment. La Silicon Valley continue de fabriquer des trucs comme ça complètement improbables. J'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus. Vous y croyez? Le truc qui m'intrigue, si tu veux, c'est que tu as dit, en fait, ils ont créé ce device parce que ils veulent remplacer le téléphone. C'est ça que tu dis. Ouais. Bon. Oui. Ça veut dire qu'ils partent notre dépendance au téléphone. Notre dépendance au téléphone. Ouais. Donc ils partent du principe que la façon que les gens ont d'utiliser le téléphone aujourd'hui est pas bonne et que ça crée des problèmes chez les gens. Oui. Mais c'est pas ce que j'entends, moi. Donc je pense que les gens vont continuer à utiliser leur téléphone, ils en ont rien à foutre de ce truc, ils sont très contents avec leur téléphone et continueront à l'utiliser. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience des gens que la façon d'utiliser le téléphone est dangereux pour eux, ils feront rien, ils continueront à l'utiliser, c'est hyper addictif, ils adorent. Ils vont pas se coller un machin qui va leur arracher la peau et qui va falloir viser avec les mains, enfin ça n'a aucun sens. 240 millions, on a pété un câble. J'imagine déjà dans le métro, les vocales, au lieu d'avoir le mec qui met son haut-parleur, tout le monde aura droit aux vocales dans le métro à Paris, ça va être extraordinaire. Non, parce que c'est branché en fait sur tes AirPods, tu peux avoir ça dans tes AirPods. À un moment donné, tu vois, le truc c'est que la dépendance au téléphone, ce qui est bien avec un téléphone, c'est comme il a des problèmes de batterie, au bout d'un moment, t'es obligé de le poser, tu vois. C'est quand même finalement l'avantage de l'iPhone. Sauf si tu donnes un iPhone un peu pourri à tes enfants, normalement ils peuvent pas tenir la journée. Donc au bout d'un moment, ils sont obligés de faire autre chose, tu vois. Donc en fait, tu changes juste une dépendance par une autre. Moi, pour le coup, mon téléphone, il me sert surtout à appeler les gens. Je sais, je suis un peu une vieille conne. Ah, t'appelles encore des gens, toi. Ah, moi, t'appelles encore des gens parce que je te donne une nouvelle. Hein, plus personne n'utilise le téléphone, Camille. Moi, c'est très clair. Tous mes potes sont à l'étranger. J'ai des potes avec qui je ne suis plus amie parce que pour moi, échanger des vocales, c'est pas être ami, tu vois. Donc c'est très clair. Et d'ailleurs, l'ensemble de mes potes à l'étranger ont un rendez-vous téléphonique avec moi une fois par mois qu'ils mettent dans leur emploi du temps de boulot où on s'appelle. Parce que sinon, être pote par vocal interposé, excuse-moi, non. Sur la dépendance au téléphone, on dit on rentre dans le métro et tous les gens sont sur leur écran. Et c'était mieux avant. Non, c'est pas le cas. Je vous montre une image. C'est dans les années 1920-1930. C'est une photo du métro où tout le monde était sur son journal. C'est-à-dire que tout le monde avait un journal d'ouvert et personne ne se parlait non plus dans le métro. Alors aujourd'hui, on a substitué en fait le journal par des écrans, mais en fait c'est exactement la même chose. Donc moi je suis d'accord avec Pierre. Je suis pas certain que les gens aient envie ils sont pas conscients du problème, hein. Comme les gens étaient pas conscients du problème avec le journal. Hein. Prends un livre dans le métro, tu vas voir les nombres de conversations que ça suscite. Moi je lis souvent des livres dans le métro et souvent j'interpelle des gens sur des livres qu'ils lisent. Et en fait, tu prends un livre dans le métro, tu vas sympathiser avec toute la rame. Les gens vont finir et ils vont sortir de leur téléphone. Franchement, fais le test. C'est dramatique. C'est dramatique. Non, mais tu peux mettre un chapeau aussi. Dans les années 20, dans les années 30, tout le monde portait un chapeau. Si tu mets un chapeau, peut-être que, en fait, c'est quoi l'idée, quoi? Moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Seb, t'en penses quoi? Ton truc, un téléphone, mais à un moment donné, ça a une chance sur 240 millions de marché, mais moi, j'ai rarement été early adopters, donc c'est pas moi qui serait le premier à l'acheter. Même si on me l'offre, je vais attendre de savoir. C'est Matou. Allez, on avance. Prochain fail, il est très intéressant celui-là. Seb, t'avais envie de nous parler d'un fail très français, c'est celui de la French Tech qui rentre un peu en mode dépression. C'est la première crise pour la French Tech. On voit tout un tas de procédures collectives en cascade, plein de redressements judiciaires. Et t'avais envie de nous parler de ça. En tout cas, la French Tech, oui, qui a 10 ans, la French Tech telle qu'elle a été, tu vois, conçue, pensée, on va dire par les pouvoirs publics, puisque pour une fois, c'était un truc top-down qui a pas trop mal fonctionné. Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord là-dessus. Et tu l'as dit, 10 ans après, oui, c'est un peu tôt, mais ça y est, on rentre dans le dur là. Donc, c'est pas à cause de la French Tech. D'ailleurs, c'est le contexte, momentum depuis 18 mois. Vous l'avez raconté 100 fois ici.
d'abord le Nasdaq, puis les scale-up licornes US et la hausse des taux et patati et patata. En gros, on a, c'est vrai, pas mal notamment de redressement, placement de redressement judiciaire, qui arrive après les conciliations, hein, quand tu n'as pas réussi à trouver avec un mandataire ad hoc et que ça suffit pas, tu vas te geler tes dettes bancaires, les URSSAF, etc. Bah, tu as vu des medtech, ça a été BioSerenity, des EasyWork dans l'intérim, des boîtes dans l'immobilier comme Bellman, location de voiture aussi, Carlili, la foodtech, Fresh Cancan, que j'avais fait d'ailleurs sur mon podcast, tiens, qui ont été en redressement et généralement rachetés derrière à la casse. On a des redressements qui arrivent là en tout début 24. C'est Mastéos qui a pareil, qui a plus de cash dans la PropTech, qui avait levé des dizaines de millions d'euros sur une valo à 150. Aujourd'hui, ça vaut à la louche 1 million, tu vois. Donc divisé par 150 en 12-18 mois, c'est allé plutôt vite. Et à côté de ça, des plans sociaux, parce que avant d'arriver là, ou même en évitant ces cases-là, tu as eu quantité de procédures collectives, elles ont quasiment doublé, tu vois, sur un an, dans cet univers French Tech. On part de bas, certes, mais quand même x2, avec des effectifs dans lesquels on a sabré. Et dans les plus beaux noms de la French Tech, hein, les Mano Mano, Insect, Ledger, Back Market, c'est des noms qui doivent te parler quand même, Carlos, même si tu habites à SF, Miro, Bien sûr. Payfit, Open Classrooms, le CIO est à New York, elles ont toutes celles que je t'ai citées, viré entre 15 et 30% des effectifs. Donc c'est pas rien, tu vois, on y est allé quand même assez franco, comme on ose rarement le faire en France. Ça s'est fait sur effectivement des plans de départ volontaires, des plans de sauvegarde de l'emploi, on appelle ça comme ça en France, ou parfois des ruptures conventionnelles, ou carrément au fil de l'eau. Là, c'était un peu moins honnête, tu vois. Je pense que Camille aussi a suivi ça comme moi. Et ça, c'était une fois que tu avais déjà tout utilisé, c'est-à-dire les licenciements disciplinaires, donc pour faute, tu interrompes les périodes d'essai, tu casses les CDD, enfin tu les renouvelles, tu ne les renouvelles pas. Est-ce que c'est chiant? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. La plupart retrouvent du taf. C'est normal, c'est plutôt sain. Est-ce que c'est terminé? Malheureusement non plus, parce que oui, 24 en fait, il n'y a pas de raison qu'on arrive au 1er janvier, ça s'arrête. Donc ça va durer encore sûrement quelques trimestres, ça va purger, et puis voilà, on va passer à autre chose. Qu'est-ce que ça nous apprend, Pierre, sur la French Tech? Est-ce que c'est finalement un signe de maturité? C'est-à-dire que, comme la Silicon Valley, la French Tech est victime d'exactement la même chose? Donc moi, tu sais, j'ai jamais tellement cru à la French Tech, dans le sens où il y a une tech française qui est mieux que la tech allemande ou la tech machin, donc ça m'a toujours gonflé. C'est les Jeux Donc Olympiques. Moi, je pense que c'est pas un phénomène français, c'est un phénomène mondial. Ouais. Et la réponse que j'ai envie de donner, c'est que la machine à start-up telle qu'on l'a imaginée s'est arrêtée. La machine à start-up, c'est de dire tu fais un pré-site, puis tu fais un site, puis tu fais une série A, puis tu fais une série B, etc. Et les gens se disaient, je lève, puis je continue à lever, peu importe si je monétise, si je suis profitable, etc. On s'en fout. C'est la machine à start-up, et à la fin, j'ai une licorne. Maintenant, moi, je m'en réjouis pas, parce qu'effectivement, c'est quand même handicapant, parce que c'est quand même l'économie de demain, et qu'il faut pas que tout tombe, sinon on sera très mal. Le problème pour ces gens-là, c'est triste pour eux, c'est pas des gens qui ont été incompétents, c'est des règles qui ont changé brutalement à un instant T. Et ils ont essayé de s'adapter, et l'adaptation en France est plus difficile qu'ailleurs, parce qu'on a des lois qui protègent beaucoup plus les employés, et que donc faire un plan social en France coûte beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. Et donc on a presque intérêt à garder les gens, sinon on paie de l'argent pour rien. Donc si tu veux, il y a une inadéquation, il y a un manque de flexibilité dans le marché de l'emploi français, qui fait que les startups ont été encore plus pénalisées en France que dans le reste du monde. Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder, c'est que la loi du travail en France ne permet pas la flexibilité dont ont besoin ces entreprises. Voilà, donc c'est triste, mais c'est un constat, et malheureusement il y a encore plus de place. Il y a aussi un truc, Pierre, et je vous pose la question à vous trois. C'est marrant quand vous faites la liste. Tu nous as fait, Sébastien, un petit peu la liste, Luco, EasyWork, Mano Mano, etc. Moi, ce qui me frappe en regardant ça des États-Unis, c'est que toutes ces startups là qui sont en difficulté sont finalement des startups du type marketplace, service à la personne. Il y a rien de très deep tech en fait là-dedans. Est-ce que la French Tech, c'est finalement ces stars là de la French Tech, c'est pas que des trucs franco-français, de marketplace franco-française, et que dès que l'économie vacille un petit peu, forcément la rentabilité dont parle Camille, elle est difficile aussi à atteindre sur un marché qui est pas très très grand, et sur un marché qui n'est pas non plus, c'est pas des startups qui
agit sur un plan global. Et je veux pas tout mettre sur le dos de la French Tech, même si je suis pas un grand supporter de ce mouvement olympique de la tech. Mais est-ce que la French Tech a fabriqué les bonnes startups? C'est ça la question que je vous pose. Moi, je pense que l'inertie est quand même la principale explication, même si tu voulais passer à autre chose. Et sur le fond, ce que disait Pierre, effectivement, et d'ailleurs c'est l'épisode qu'on avait fait ensemble et qui avait été très très bien relayé, qui a très bien fonctionné, c'est de dire on s'est tous menti collectivement, et donc on a menti aussi aux entrepreneurs, ils se sont menti et ils ont accepté le mensonge, parce que les boîtes VC compatibles, donc ils doivent lever 500 000, 3 millions, 10 millions, 50 millions, c'est pas pour tout le monde, c'est rarissime. En France, même dans les bonnes années, tu as quelques dizaines de séries A par an. Et donc 99% des boîtes ne feront pas de série A. Et c'est pas très grave. Mais du coup, il faut, un, l'avoir dans la tête, et deux, effectivement, avoir un produit, une équipe taillée pour ça. Oui, mais regardez les startups qui aujourd'hui sont en train de lever de l'argent, comme Mistral par exemple, qui est un super projet, qui lève beaucoup d'argent, mais c'est pas des marketplaces, ça, c'est de la pure technologie qui a besoin de beaucoup de capitaux, c'est très capital intensive. Et pas beaucoup de gens. Et pas beaucoup de gens. Mais donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que la French Tech n'a pas aussi poussé ces sociétés-là du type marketplace, service à la personne, parce que ça crée de l'emploi derrière, et c'était très intéressant pour le pouvoir public de créer des startups comme ça, sauf que c'est pas les bonnes startups. C'est pas les startups qu'il fallait construire ces 10 dernières années. Moi, je crois pas. Je crois qu'au sens large, la tech mondiale manque d'ambition. Et qu'en fait... Ah ben non, regarde Human. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, les gens qui ont accès au financement, les gens qui sont en capacité à créer des startups, ils voient les problèmes de la planète sous l'angle du jeune un peu riche qui a fait des bonnes études et qui s'en sort assez bien. Et donc, en fait, les problèmes qu'il veut régler sont des petits problèmes. Et la tech règle des petits problèmes. Comment je vais acheter mon tournevis en ligne? Parce que les fondeurs n'ont pas de... C'est un petit problème. Et parce qu'ils n'ont pas de problème, en fait, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas de problème, effectivement. Ça, c'est un premier truc. C'est-à-dire que tu vois pas les problèmes tant que tu les as pas. Donc ça, c'est un premier truc. Et le monde entier est comme ça. Donc aux États-Unis, il y a aussi des entreprises qui règlent des petits problèmes. Maintenant, n'oublions pas que dans Silicon Carnet, on est quand même très axé sur le software, qu'on ne connaît rien à la biotech. Et dans la biotech, il y a des choses qui se passent qui sont extraordinaires. Qu'on ne connaît rien au quantique, et que dans le quantique, il y a des choses qui se passent qui sont extraordinaires. Qu'on ne connaît rien à plein de domaines, si tu veux, qui sont pour le coup beaucoup plus ambitieux. Oui, mais Pierre, est-ce que la French Tech avait pas besoin de trucs beaucoup plus immédiats? Parce que moi, je suis entièrement d'accord avec toi. La biotech, l'informatique quantique, etc., c'est super intéressant. Sauf que ça met énormément de temps. On n'avait rien pour communiquer. C'est ça, on n'avait rien à montrer. C'est ça le problème. Et la French Tech avait besoin de montrer des trucs. Mais c'est exactement ça qu'on doit financer, Carlos. Absolument. Bon, et rien d'autre. D'accord, les marketplaces qui vendent des tournevis en ligne, ça n'a aucun intérêt. Ça change pas le monde. Moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est sûr que ça c'est moins demandé aujourd'hui. C'est un nice to have. Donc on s'en sépare et c'est ça qui fait souffrir ces boîtes. Mais elles existent aussi, les deep tech. Tu vois, bientôt là, je vais faire des mini réacteurs. Enfin, je vais mettre ça en ligne parce que je l'ai interrogé il y a pas longtemps. C'est une boîte qui s'appelle Jimmy, qui est française, qui a levé. Alors, vous pouvez rigoler, 30 millions, enfin, c'est même pas levé, ils ont eu une subvention de France 2030, je crois, de 30 millions, et puis ils vont lever derrière, mais tu vois... Pour faire des réacteurs, hein. Ouais, sur des SMR, des mini centrales, si tu veux, que les industriels auront chez eux. Mais c'est génial, ça. Mais c'est génial, mais il faut lui filer 300 millions à ces mecs-là, il faut pas leur filer 30 millions, quoi. Mais j'ai pas compris, c'est pourquoi on n'est pas d'accord? J'ai pas compris. Parce que je pense qu'il faut les deux, si tu veux. T'as raison, il y a des trucs sur lesquels nous on n'est pas bon, on en parle peu ici, sur les deep tech, les choses très tech, mais... le soft ou les marketplaces, comme dit Carlos, il en faut aussi. C'est juste que là, aujourd'hui, elles ont moins le vent en poupe. Donc, elles se cassent la gueule ou elles se serrent la ceinture. Les belles boîtes, c'est celles dont on parle pas. Ça, c'est pas faux. Souvent, ceux qu'on voit beaucoup, il faut se méfier. Exactement. Oui, mais c'est ça. Et tu pointes du doigt un truc super intéressant, Pierre. C'est que la French Tech, l'objectif, c'était d'en parler. Voilà. Donc, il fallait des choses, il fallait des trucs. Et on avait besoin de matériel, de PR pour parler. Parce qu'on avait 10 ans de retard. Il y avait une machine qui était en route. On a toujours eu 10 ans de retard sur vous. Mistral, ça a peut-être 6 mois de retard sur OpenAI. C'est fou. Ouais, c'est super. Ouais. Mais pour moi, sur la French Tech, encore une fois, ce qui me paraît important, c'est que l'État est investi dans cette économie digitale avec la BPI. C'est hyper important qu'ils aient financé. Sans ça, ça n'aurait pas décollé, bien sûr. Ouais. Bon, maintenant, moi, ce que je n'aime pas dans la French Tech, c'est la récupération politique qui en est faite. On peut pas avoir une boîte sans avoir un politicien à côté sur la photo. Ça me gonfle. Mais par contre, le fait d'avoir fédéré des réseaux d'entrepreneurs et d'avoir injecté de l'argent de l'État
pour démarrer une économie digitale, ça c'est intelligent. Les 2 sont vrais, hein, quand Macron les invite à l'Élysée, ils veulent tous leur selfie, avec le président. T'as raison. Je suis Donc, entièrement d'accord. absolument raison. Il a absolument raison, hein, Seb, Et, là-dessus. Hein. et C'est-à-dire pour que info, les fondeurs aussi, ils adorent les dorures de l'Élysée et ils aiment bien les bouffer des petits fours. un très bon exemple, Dream, boîte qui vient juste de faire faillite, typiquement avait pris un salon au CES et le Macron avait porté le bandeau connecté. Et tu vois, et pour eux c'était hyper important en termes de PR. J'avais envie de revenir sur un sujet super intéressant, Seb, et visiblement, tu as creusé le sujet avec le CEO de Welcome to the Jungle. C'est la semaine de 4 jours. Explique-nous un petit peu ce Avec fail. plaisir. Eh ben oui, et pour moi c'est un vrai, enfin c'est peut-être un vrai, faux, fail dans la mesure où, peut-être que 2024 on pourrait voir l'avènement de cette journée des 4 jours, qui, il faut bien le dire, jusque-là a pas fait beaucoup d'émules, ça a été pas mal testé ici ou là. On cite toujours les mêmes effectivement, LDLC en France, je crois que c'est Microsoft, mais au Japon, pas aux US. Donc sur cette idée du partage du travail, le Future of Work, je sais que ça vous tient, ici aussi à cœur, vous en parliez encore, récemment. C'est pas un petit sujet, hein, parce que ça revient finalement à donner, à tous tes salariés une vingtaine de jours par an, donc c'est quand même pas rien, en tout cas pour le marché français. Voilà, l'idée c'est évidemment de faire la même chose sur 4 jours, enfin souvent c'est quand même présenté comme ça, et donc de gagner en productivité, de passer, je sais pas, ta journée par exemple de 8 heures à 9 heures. Depuis quelques semaines, ça bouge un petit peu, pas tellement en France, mais en Europe, je pense notamment à l'Italie, où tu as la banque Intesa San Paolo qui est passée, Lavazza dans le café, Essilor dans les lunettes, et enfin Essilor, Luxottica, donc la partie Ray-Ban d'Essilor, Optique. Ouais. voilà, Lamborghini aussi dans la bagnole. Et c'est vrai qu'en France, moi j'avais creusé ça il y a quelques semaines avec le patron de Welcome to the Jungle, donc Jérémy, qui m'a expliqué finalement qu'ils s'en vantent pas tellement, et très souvent d'ailleurs ils aiment pas trop s'en vanter parce qu'il y a le côté certes marque employeur, mais ils veulent pas non plus, tu vois, attirer les filles et les gars qui veulent rien foutre, quoi. Donc l'idée c'est pas, tu vois, de le mettre comme ça, de l'afficher en mode chez nous on bosse du 4 lundi jours. au jeudi, où tu claques ton mercredi et ça coûte rien et c'est pas du temps partiel. C'est pas l'idée. Et donc pour moi, l'idée c'est de dire effectivement, donc chez Welcome, eux, si tu veux, ils bossent pas plus qu'avant sur les 4 jours où ils sont là, mais ils ont tout resserré, notamment, tu vois, les réunions, etc., les objectifs, people par people, etc., et ça passe, et la productivité n'a pas baissé. Dans d'autres pays, c'est pas comme ça que ça a été adressé. Moi, ma conviction, et j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est que c'est en fait un truc sur lequel on va peut-être devoir y aller. Évidemment, pas pour tout le monde, hein, le one size fits all, on sait que ça marche pas, mais pour quantité de gens, tu vois, pour moi, sur le marché du travail, il y a eu 2 phases, on va dire. Il y a 25 ans, tu as eu les RTT, les JRTT, donc on te filait 1 jour par mois, je crois, pour les cadres essentiellement. Et puis tu as eu, avec le Covid, post-Covid, il y a 4 ans, le télétravail. Toujours pour les mêmes, en fait, tu vois, les freelances, Les cols les blancs. professions libérales, voilà, les cols blancs, les cadres, etc. Et puis, t'es ouvrier, il y en a de moins en moins certes, mais il en reste quand même quelques-uns, t'es ouvrier, t'es employé de bureau, t'as le droit à ni l'un ni l'autre, très souvent. Hein, t'as pas le droit au RTT, donc les JRTT, les journées de réduction du temps de travail, ou t'as pas le droit non plus au télétravail parce que tu dois être sur place. Moi, je me dis que pour ces gens-là, ça peut être une bonne porte de sortie. On sait qu'il y a quantité d'industries, hôtellerie, restauration, sécurité, tu vois, à l'approche des JO, ils ont un mal de chien, transport, il y a plus de chauffeurs, etc. À recruter des gens, à dire voilà, effectivement, peut-être que tu vas travailler sur 9-10 heures, mais tu auras un week-end de 3 jours. Moi, Camille je vais quand même aussi rajouter quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font de la semaine de 4 jours à l'insu de leur plein gré. Il y a beaucoup de femmes, moi, que je connais, qui font du 4/5e parce que tout simplement, elles doivent gérer les enfants le mercredi. Et dans les faits, les entreprises, elles te demandent pas de faire 80% de ce que tu dois faire. Hein. Tu dois faire 100% juste et payer 4/5e. Et tu as énormément de femmes qui aujourd'hui le font et qui donc sont payées 80%. Ça, on s'en rend pas compte, mais moi, par exemple, typiquement, quand je bossais chez BNP, la plupart des femmes, quand elles avaient des enfants en bas âge, elles prenaient un 4/5e. Donc c'était le mercredi Et généralement. tu vois, tu parles au passé, Camille, parce qu'en fait, on appelle ça du temps partiel subi, et c'est vieux comme le monde, malheureusement. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, ça pourrait peut-être arrêter d'être subi parce qu'elles seraient peut-être payées à 100% comme leurs collègues. Et finalement, tout le monde serait à 4 jours sur 5 de façon officielle et arrêter de faire justement ce temps partiel subi. Mais c'est même pas, c'est elles qui le demandent. Hein, c'est pire que ça. C'est qu'en plus, elles le demandent pour gérer leur vie familiale. Et donc moi je trouve que c'est une très bonne chose, hein, parce que pour info, moi on le dira pas à mon employeur, mais moi je passais de temps au bureau, plus j'étais efficace. Qu'en fait, au bout d'un moment, quand t'es sur, ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui on fait beaucoup de projets où au bout d'un moment faut être assez créatif pour trouver des solutions sur des gens qui savent plus parler et tout ça.
Et moi, j'ai jamais mes bonnes idées au bureau. Hein. J'ai toujours mes idées quand je vais me balader, quand je vais enregistrer ton podcast. Souvent, quand je sors d'ici, j'ai des super idées pour les boîtes que j'aide, ou quand je vais lire un livre qui n'a rien à voir, ou alors me balader et c'est rarement devant mon écran qu'il se passe quelque chose. L'ensemble de mes PowerPoint, je les fais sur un papier blanc, en dehors de mon bureau, et après, je viens les passer au propre. Mon point de vue à moi, c'est que je pense qu'on est une société où on travaille de moins en moins et qu'il est envisageable que d'ici quelques années, on travaille que 50% du temps et qu'on ait des choses qui aient automatisé plein de trucs et que finalement, sur les robots qui nous amènent de la valeur, donc de l'argent, et qu'on puisse avoir beaucoup, beaucoup de temps libre. Donc, c'est dans l'air du temps. Je pense aussi, tu as raison, Seb, que la façon dont on travaille n'est pas optimisée. Il y a une perte de temps gigantesque dans ces boîtes-là. Et la productivité d'un employé moyen est de 60% de sa journée de travail, ce qui correspond à 4,8 heures de productivité par jour. La productivité des employés du bureau est encore moindre et ne représente que 2h53 minutes par jour, les cocos. Voilà. La véritable productivité. Donc ça, c'est un chiffre qui fait peur. Donc pour moi, si tu veux, 4 journées par semaine, c'est une belle chose. Je pense qu'il faut changer le style de management. On a managé les gens présentiellement, tu dois faire 8 heures dans l'entreprise. Maintenant, il faudra leur donner des objectifs et les manager sur les objectifs et sur les résultats escomptés, quel que soit le temps passé. Ça, c'est un changement de culture qui est assez important, qui va prendre du temps, mais qui peut marcher. Et je pense, en plus, pour corroborer ce qu'a dit Camille, qu'à compter du moment où on a une vie, on va dire, extra-professionnelle équilibrée, on peut faire du sport, on peut aller se promener, on peut voir des gens, etc., on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace dans le travail. Il y a un truc, regardez, depuis les États-Unis, quand je regarde la France, maintenant ça va faire 14 ans que je suis aux États-Unis, il y a un truc qui me choque quand on est passé au télétravail en France, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les gens ont confondu télétravail et congé. C'est-à-dire que la vérité, c'est que tu as des gens où on a dit, on est passé à 4 jours au bureau, puis un jour en télétravail, mais la vérité, c'est que le jour en télétravail, c'est du pipeau. C'est-à-dire que les gens ne bossent pas. Moi, j'ai plein d'exemples. Il y a plein de gens qui me le disent. Je suis revenu à Limoges et les mecs qui me disent mais je suis en télétravail. Pour la vérité, en fait, je me connecte, je check mes mails, je fais une réunion dans la journée et le reste du temps, je vais m'occuper des gamins. Et donc, et ça, quand on regarde culturellement aux États-Unis, et tu le sais pour y avoir vécu, Pierre, les gens sont constamment en train de travailler. Ils n'ont pas besoin d'être au bureau. Ils sont constamment connectés. Moi, mes employés américains, je leur envoie un truc le dimanche, ils me répondent. Le soir, ils bossent. Peut-être que le lendemain matin, ils travaillent pas. Ils s'organisent parce qu'ils sont déjà organisés par objectif plutôt que par présentiel. Je vais modérer ton propos, Carlos. Il y a beaucoup de boîtes où justement le télétravail, depuis qu'il est devenu plus institutionnalisé, tu as des gens tous les jours en télétravail. Et moi, je vois mes potes en télétravail, ils enchaînent meeting sur meeting. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le temps. Dans la vraie vie, tu passes d'une salle de réunion à l'autre, donc tu as au moins le temps de shifter de mind. Là, tu passes de meeting à meeting, donc ça dépend. Les boîtes où il y a beaucoup de réunions, c'est clairement, je les vois faire des réunions à des moments complètement délirants. Il y a ça. Et deuxièmement, la France est passée aux 35 heures il y a un certain moment. Et pourtant, on a quand même augmenté notre productivité et on n'est toujours pas mauvais sur la productivité au niveau mondial. Donc, ça veut aussi dire que finalement, le plus d'heures, c'est pas... Moi, pour le coup, tu vois, j'ai commencé ma carrière à Hong Kong. Je bossais le matin de 8h à 20h. J'allais boire un verre avec mes traders de 20h à 22h et je revenais finir ma journée de 22 à minuit. Tu vois. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Quand je suis rentrée en France, autant te dire que j'avais l'impression d'être en vacances. Mais dans la réalité des faits, j'étais beaucoup plus productive parce que j'ai trouvé des magouilles pour bosser moins. Parce que j'avais envie d'avoir une vie, parce que tous mes potes, eux, avaient une vie. Et je pouvais plus faire ces horaires-là. Statistiquement, les Français travaillent à peu près normalement, mais quand ils bossent. Le problème, c'est qu'ils arrivent tard sur le marché du travail, ils en partent tôt, et ils ont beaucoup de vacances. Et beaucoup d'arrêts maladie. Et est-ce que vous ne pensez pas non plus qu'il y a, en tout cas, la productivité française qui est exceptionnelle, ne tient pas aussi sur quelques individus, qui travaillent énormément et qui font tourner la boutique. Les entrepreneurs français, je crois, sont parmi les plus bosseurs au monde. J'ai vu une stat récemment là-dessus. Certainement. Je te la trouve. N'oublie pas les docteurs, quand tu es à l'hôpital, tu bosses. N'oublie pas les agriculteurs, quand tu as des vaches à nourrir, tu bosses. Bien sûr. Donc, il y a quand même c'est des quelques métiers où individus les gens ont beaucoup de travail. Bien sûr. Bien sûr. Et il y a toute une masse aussi qui, elle, peut être effectivement, parce qu'elle est prise dans ce jeu du présentiel où effectivement il y a un management qui n'est pas à l'objectif, où il y a un manque de sens et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on travaille. Et là, bien évidemment, ils vont chercher le télétravail comme une source de débrancher parce que ça sert à rien que je sois là, qu'en fait, la vérité. Un fait dont je voulais parler, c'était l'échec de l'acquisition de Figma par Adobe. Vous allez comprendre pourquoi je trouve que ce fail 2023 est intéressant.
Bon, je sais, il y a encore question de réglementation européenne. Très honnêtement, je me demande vraiment ce que foutrait la Commission européenne sans la Silicon Valley, parce que quand on les regarde, on a l'impression que leur boulot, c'est de réguler la Silicon Valley. Je rappelle les faits. Adobe avait prévu depuis un petit bout de temps d'ailleurs de faire l'acquisition de Figma, c'est ce logiciel de design collaboratif, pour une somme rondelette, 20 milliards de dollars, mais la Commission européenne, dirigée par Margrethe Vestager, y voit une tentative de monopole susceptible d'augmenter les prix, voire même de baisser la qualité du service, et donc a posé son veto. C'est un revers majeur pour Adobe. Du coup, ils sont obligés de faire machine arrière. Eux, ils avaient véritablement envie de faire l'acquisition de Figma. Ils avaient un produit qui était concurrent qui s'appelait Adobe XD, mais très honnêtement, comparé à Figma, c'est de la rigolade. Donc du coup, ils vont devoir être obligés de revenir sur Adobe XD. Gros revers pour Adobe. Plutôt bonne opération pour Figma, qui, comme le contrat a été rompu, empoche un petit chèque de 1 milliard de dollars pour rupture du contrat. Donc Figma, de son côté, ils font pas trop la gueule. Ils disent non, ça va. Nous, notre business va très bien. D'ailleurs, le business continue d'augmenter. D'ailleurs, Figma est une des rares sociétés ici dans la Silicon Valley qui embauche à tour de bras et qui fait pas mal d'updates de leurs produits avec des nouvelles features, notamment ils utilisent à fond l'intelligence artificielle. Moi, ce que j'avais envie de souligner là-dessus, c'est que cette réglementation, très honnêtement, j'en sais rien, j'ai du mal à croire que, très honnêtement, on est sur une situation là qui aurait été problématique. Ça a un véritable impact sur le financement parce que Figma a été une société qui a été largement financée. On n'a pas beaucoup d'occasions d'exit. Et là, je ne sais pas si la Commission européenne ne comprend pas que autoriser finalement cette acquisition aurait permis réinjecter du cash dans la machine de la tech, et notamment à travers les investisseurs qui attendent désespérément des returns. On sait que les fonds ont pas de return en ce moment. Et donc, est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied? Alors moi, je vais tout de suite, je vais faire un petit parallèle. On se plaint tout le temps de la Commission européenne, mais on oublie qu'aux États-Unis, il y a deux super principes, l'extraterritorialité et le droit du dollar, qui sont l'équivalent de ce que fait l'Union européenne. C'est juste que c'est beaucoup plus vicelard parce qu'eux, ils font des amendes qu'on est vraiment obligé de payer. Donc voilà, donc à un moment donné, c'est pour ça que toutes les boîtes françaises ou européennes, elles demandent l'autorisation à l'Union européenne avant, parce qu'elles savent qu'elles vont pas perdre du temps à bosser un deal pour rien. Sauf que les Américains, ils se disent, non mais nous on est Américains, on n'a pas besoin de demander la permission, l'Union européenne, ils sont loin. Sauf que malheureusement, ça marche pas comme ça. Donc on va juste peut-être rappeler au monsieur de M&A, en fait, posez la question à la Commission européenne, vous gagnerez beaucoup d'argent. Vous prendrez moins de frais, c'est sûr, parce que vous n'irez pas au bout du deal, mais on perdra beaucoup moins de temps collectivement. À un moment donné, les lois, elles sont connues. C'est rien de nouveau sous le soleil. La Commission européenne, elle a cette position depuis milliards d'années. Donc, à un moment donné, on connaît la règle, on pose la question. Excusez-moi. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que la Silicon Valley joue par péché d'orgueil et avance toute seule sans se poser la question de la Commission européenne et devrait poser la question de la Commission européenne avant. Ce que je peux dire, c'est que je suis très favorable à la régulation. Je pense que la tech est en train de faire beaucoup n'importe quoi et qu'on a besoin de réguler. Donc moi, je suis très favorable à ce genre de choses. Je pense qu'il y a des lois. Je pense, comme Camille, que probablement Adobe aurait dû se renseigner un petit peu sur la régulation européenne avant de faire la chose, parce que ça me paraît tellement évident que je suis Donc c'est un fail de Adobe pour toi. Ouais. Pour moi, c'est un fail de due diligence sur est-ce que j'ai le droit de les racheter, qu'est-ce qui va se passer dans mes gros pays, exactement. Ok. Sébastien ? Écoute, non, moi je pense à peu près comme Pierre qu'en gros il faut un antitrust, il faut de la réglementation. Oui, c'est cool. Enfin, on préférerait évidemment avoir la puissance chinoise ou américaine, mais on l'a pas. On commence à avoir quelques briques technologiques, mais elles sont très très loin de rivaliser. En revanche, c'est vrai qu'on n'est pas mauvais sur la réglementation. On prend le lead là-dessus. On peut en rire. Moi, ça me fait pas pleurer. Surtout que ça a été plutôt rapide, tu vois, Figma, Adobe. Non, mais ce qui est intéressant, c'est la VC Factory Line. C'est-à-dire que pour les petits investisseurs du début de Figma, ils s'en foutent complètement parce qu'ils ont fait une telle plus-value par rapport à leur investissement initial qu'à la limite, ils s'autorisent à attendre et que l'IPO sera la voie royale et c'est très bien pour eux. Le problème, c'est pour les late stage investors qui voyaient dans le deal de Adobe la capacité de faire une culbute qui n'est pas garantie avec l'IPO, et on l'a vu dans les derniers IPO qui ont lieu dans la Silicon Valley. Les late stage investors, on se rappelle de Instacart qui rentre en bourse à 39 milliards alors que leur dernière valorisation était à 90 milliards. Donc le problème, c'est encore une fois, et c'est un peu, ça fait écho à ce que tu disais Pierre, c'est cette VC Factory Line qui est complètement à réinventer parce que là, dans un deal comme Figma, il n'est pas certain que les late stage investors vont retrouver leur petit.
Dernier fail dont j'avais envie de vous parler. On peut pas ne pas parler en 2023 de Elon Musk et de Twitter. Il y a quelques jours, c'était l'anniversaire du rachat de Twitter par Elon Musk. On se rappelle, il avait racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Et depuis, on peut dire que c'est pas vraiment la fête chez X, puisque maintenant il faut l'appeler X. On peut se poser la question, est-ce que Elon Musk, et j'ai envie de faire un petit tour de table avec vous, est-ce qu'Elon Musk a fait un bon deal en rachetant Twitter? J'avais envie de vous poser la question. À votre avis, est-ce que c'était un fail? C'était en octobre de l'année dernière. Donc c'est il y a Lui, il dit qu'il a fait un mauvais deal. Ça fait un an. Rappelle-toi, Carlos, quand il était à Vivatech, je sais plus, mai, juin 23, il a dit donc devant Maurice Lévy, si j'étais intelligent, j'aurais jamais racheté Twitter. Effectivement, il a acheté ça des dizaines de milliards. Ça valait sûrement pas ça. Il a fait fuir tous les annonceurs, en tout cas une bonne partie d'entre eux. Il les insulte maintenant. Bon, génie ou fou furieux, effectivement, il est plus en train de devenir dans la seconde catégorie, même s'il reste un génie. Et X est devenu, je sais pas ce que vous en pensez, mais une vaste décharge quoi aujourd'hui. Hein. C'est quand même très très compliqué d'y rester. Et pour notre santé mentale quoi. Camille? Un seul truc positif de Twitter, c'est quand même qu'il a prouvé qu'une boîte avec 60% de personnes en moins survit est quand même debout. Donc ça voulait quand même dire qu'il y avait un sacré morceau de gras dans la plupart des GAFAM américaines. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors oui, il y a plein de choses qui sont pas faites. Mais toi, pour moi, j'imagine que quand tu coupes 60% d'une boîte, j'imagine que ça ne censé être par terre. T'as vu la gueule de la modération aujourd'hui, hein? Non, mais je te dis pas le contraire, mais en tout cas, la point de vue tech, il n'y avait pas 60% des gens chez Twitter qui faisaient la modération. Il a quand même coupé aussi beaucoup de tech. Mais... La tech tient debout. D'ailleurs, beaucoup de startups, suite à cette réduction des effectifs de Twitter, ont brayé le pas à Elon Musk et se sont mis à licencier parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, eux aussi avaient énormément de gras. Il y a un truc que je pense que les Européens ne comprennent pas, à commencer par Thierry Breton, par rapport à Twitter, c'est que je pense qu'Elon Musk est habité véritablement par le premier amendement. C'est-à-dire que ce mec a racheté Twitter, et il s'est rendu compte, je suis assez d'accord avec Sébastien, qu'il avait fait une connerie au moment où il a fait le deal. D'ailleurs, pour la petite anecdote et pour mémoire, il avait essayé de rompre le deal au moment même où il faisait le deal, parce que je pense qu'il s'est rendu compte qu'économiquement, il avait fait une connerie. Moi, je pense que Elon Musk a mis 44 milliards. D'ailleurs, c'est pas 44 milliards de sa poche. Hein, il a utilisé à fond le private equity et la dette. D'ailleurs, la problématique essentielle aujourd'hui de Twitter, c'est que la boîte n'est pas rentable et ne produit pas de cash flow, et donc n'est pas en capacité de rembourser les intérêts de la dette qu'il a souscrit pour racheter 44 milliards de la société. C'est ça le véritable problème fondamentalement économiquement aujourd'hui de Twitter. Et il n'y a pas de solution véritablement, et c'est pas en insultant les annonceurs effectivement qui va créer un cash flow positif. Mais je pense que dans la tête de Elon Musk, pour lui, cet argent-là, il le met au service du free speech. Et il y a fondamentalement une différence culturelle ici entre les États-Unis et l'Europe, et qui est, je suis pas en train de dire il y en a un qui a raison ou qui a pas raison, mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, ce First Amendment, c'est quelque chose de fondamental. Elon Musk est convaincu, alors que ça vous plaise ou non, qu'on a besoin d'un espace où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Ça, il est complètement convaincu de ce truc-là. Il est prêt à dépenser énormément de milliards, que ça plaise ou que ça plaise pas à la Commission européenne. D'ailleurs, je prédis peut-être un fuck yourself à Thierry Breton dans les jours qui viennent. Moi, je suis convaincu de ce que tu dis. Je pense qu'Elon Musk a racheté Twitter trop cher, il le sait. Il l'a racheté pour des questions de liberté d'expression, clairement. Maintenant, ce qu'il a mal jaugé de mon point de vue, c'est que c'est pas un patron de médias. Musk, c'est un patron industriel. C'est quelqu'un qui est capable de prendre un Tesla, un SpaceX et de mener les gens à la baguette et de leur faire des trucs incroyables. Ça, c'est ce qu'il sait faire. Dès qu'on touche aux médias, on a affaire à une plateforme qui est un peu la propriété de plein de gens et qui l'utilise pour s'exprimer et faire des choses. Et là-dessus, c'est un homme qui manque de subtilité, qui ne sait pas manager un système médiatique comme Twitter et qui n'a fait que des conneries. C'est-à-dire que dès qu'il fallait faire un truc et mettre les pieds dans le plat, il l'a fait. Et donc, je pense qu'il a juste racheté la boîte qu'il fallait pas qu'il rachète. Et il a voulu la manager comme il manage Tesla et comme il manage SpaceX. Et ça, c'est absolument pas comme ça qu'il faut manager Twitter. Mais sauf qu'avant, et les gars et les filles, on pouvait tout dire avant sur Twitter. Sauf qu'aujourd'hui, on lit n'importe quoi. Mais avant qu'il arrive, on pouvait déjà tout dire. Et le premier amendement, il en prend un petit coup quand même avec les directrices, là, les présidents d'université, etc. Même chez vous, ça commence un peu à craquer quand même. J'aime beaucoup Twitter, mais parce que je suis uniquement des experts, d'espèces de malades mentaux sur leur sujet, genre les satellites, les ions. Donc là-dessus, ces gens-là, ils sont hyper intéressants à suivre.
Mais c'est vrai que par contre, je suis pas du tout le mainstream, ça n'a aucun intérêt. Mais quand tu vas suivre des PhD en laser vers Jupiter, alors là, ils s'expriment tranquillement, chose qu'ils pourraient jamais faire sur LinkedIn ou ailleurs. Et moi, je me régale. Juste un petit mot sur Thierry Breton qui, dans Twitter, en fait, a trouvé le dindon parfait pour mettre en place ces lois. Il a fait voter des lois, donc il faut qu'il trouve une application en fait à ces lois. Moi, je trouve que Twitter est la cible parfaite parce que, comme tu dis, Seb, Twitter c'est un petit réseau social. D'ailleurs, il s'attaque pas à Meta ou à Google. Hein, il s'attaque à Twitter. C'est facile de s'attaquer à Twitter. Il a trouvé son Mais il a un bon client aussi en face, hein, avec Elon. Il a un bon client en face avec Elon Musk qui, voilà. Moi, j'attends de voir les prochaines semaines. Elles vont être drôles entre le fight d'ailleurs Thierry Breton qui annonce son épinglage de Twitter sur Twitter. Bah voilà, on a fait le tour des fails pour 2023. C'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos!